Donc là maintenant, on va passer aux questions de jury dans une leçon sur les groupes. Alors, de toute façon, les leçons sur les groupes, ça veut pratiquement rien dire. Parce que vous le savez, il n'y a pas de théorème qui soit profond, qui concerne les groupes en général. Hein, les groupes, il va y avoir des théorèmes sur les groupes finis, ou sur le thème groupe linéaire, ou groupe topologique, ou groupe de Lie, groupe avec une structure de variété différentielle. Donc, je ne parlerai pas des groupes, il n'y a pas de sujet groupe, mais par contre, il y a un sujet groupe fini. Et je pense que c'est le sujet le plus intéressant concernant les groupes à l'agrégation. C'est le sujet groupe fini, parce que tout de suite, il relie à des problèmes d'arithmétique et des problèmes de dénombrement. Surtout des problèmes d'arithmétique, hein, avec le théorème de Lagrange, et surtout, au tout départ, le fait que quand on a une action de groupe, d'un groupe fini sur un ensemble fini, ben, on va avoir une bijection, hein, entre un quotient du groupe et une orbite. Voilà. Donc ça, c'est déjà le début de l'arithmétique, parce que ce quotient, il a pour cardinal un quotient, justement, donc il va y avoir une divisibilité. Et ça, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant, qui donne ensuite la formule des classes, et qui donne lieu à tout un tas de connexions avec l'arithmétique. Alors, bon, pour commencer, on va regarder les groupes finis abéliens, les GAF, hein, les groupes abéliens finis. Bon, alors c'est dominé par le théorème de structure, mais le théorème de structure, avec son existence, son unicité, et aussi avoir une bonne connaissance du groupe cyclique. D'accord ? Voilà, Z sur NZ. Voilà, donc on y va. Voilà des petites questions de jury. Hein. Par exemple, décomposer selon le théorème de structure Z sur 600Z étoile. Bon, alors Z sur 600Z étoile, comment on fait ? Voilà, donc ça c'est les inversibles de Z sur 600Z. Bien sûr, l'opération c'est la multiplication. On décompose Z sur 600Z selon le lemme chinois, c'est pas forcément selon le théorème de structure. Voilà, ici. Et maintenant, une fois, alors donc 2 puissance 3, 3 et 5 puissance 2, donc le tout c'est qu'il soit 2 à 2 premiers entre eux. Et puis ici, on met étoile à tout ça, et il se trouve que un élément ici, un triplet, est inversible, vu la multiplication dans le produit direct, si et seulement si, chaque composante est inversible. Donc ça, c'est à bien connaître. Que veut dire le produit direct ? Le produit direct, c'est le produit direct. C'est juste qu'on multiplie terme à terme. Donc on va avoir ici inversible, inversible, inversible. Alors après, il y a des petits théorèmes sur les inversibles. Z sur 3Z étoile, Z sur PZ étoile, c'est Z sur P moins 1Z. Attention, là on passe en mode additif. Z sur P puissance N Z, c'est encore cyclique si P est impair, P premier impair, et donc cyclique d'ordre forcément phi de P puissance N, c'est-à-dire P puissance N moins 1, facteur de P moins 1. Mais pour P pair, c'est Z, donc Z sur 2 puissance nz étoile, c'est Z sur 2Z, croix Z sur 2 puissance n moins 2 Z. Donc ici, pour Z sur 8Z étoile, ça va être ça, Z sur 2Z, croix Z sur 2Z, Z sur 3Z étoile, c'est Z sur 2Z, et là, c'est le groupe cyclique d'ordre 20, donc Z sur 20Z. Et là, on voit qu'on est déjà dans les termes du théorème de structure. Si on ne l'avait pas été, il aurait fallu un éclaté regroupé. Hein. On éclate en puissance de nombre premier, ici. Comme ici, on aurait eu 4 et 5. Bon, là, 2, 2, 2. Et ensuite, on regroupe selon les plus grandes puissances. Et là, il se trouve que c'est 4 et 5, donc on n'a pas besoin là, c'est un éclaté regroupé qui est trivial. Voilà.
Bon, mais voilà un petit exercice. Combien y a-t-il de groupes abéliens finis d'ordre 180 à isomorphisme près? Ben, en fait, on écrit 180, pareil. C'est de l'arithmétique, hein, vous voyez. On décompose 180 en 2 au carré fois 3 au carré fois 5. Maintenant, à isomorphisme près, ben, c'est le théorème de structure qui nous le donne, qui nous dit que si on veut les avoir à isomorphisme près, les groupes abéliens finis, il faut décomposer 180 en produits d'éléments qui se divisent entre eux successivement. Donc, qui se divisent, ben, on le fait en prenant des puissances de chaque élément premier de plus en plus petites. Et donc, en prenant des éléments de plus en plus petits, on crée une partition du nombre qui est ici, de l'exposant de ce nombre premier. Donc, en fait, on se convainc assez facilement hein, que le nombre de groupes abéliens finis dans 180, ça va être P de 2 fois P de 2 fois P de 1, ici c'est 1, où P de n, c'est le nombre de partitions de n. Regardez un peu plus précisément, donc ici, P de 2, ben, des partitions de 2, il y en a deux, c'est 1 plus 1 ou 2. Donc il y en a 2, 2 fois 2, et partition de 1, il n'y en a qu'un. Donc voilà, 2 fois 2 fois 1, et donc ça fait 4 possibilités. Alors c'est bien parce qu'on peut vraiment les voir toutes, hein. Soit alors, on va prendre la partition 2, et là la partition 1, donc ça fait 2, 2 et 1, ici, donc 2 au carré, 3 au carré, 5, donc c'est le groupe cyclique ici, Z sur 180Z, soit on prend la partition 2, la partition 1 plus 1 et la partition 1, donc ici ça va faire 2, 3 puissance 1, 3 puissance 1, et là 3 puissance 1, puisqu'on a pris la partition 1 plus 1 pour 3. Donc ici ça fait Z sur 60Z, croix Z sur 3Z. Ensuite, donc vous voyez bien que ça divise bien comme il faut. Ensuite, on va prendre la partition 1 plus 1 pour lui, mais la partition 2 pour lui. Donc ça fait 2 puissance 1, 3 puissance 2, 5 puissance 1 et 2 puissance 1. Donc Z sur 90Z croix Z sur 2Z. Et là, bah, pour le dernier, on prend la partition 1 plus 1, et là la partition 1 plus 1, et ça va nous faire, et puis évidemment la partition 1 pour le dernier, de toute façon on n'a pas le choix, ça fait Z sur 30Z, croix Z sur 6Z. Voilà. Donc on voit les quatre, ben, ils sont effectivement non isomorphes, hein, d'après le théorème de structure, puisqu'ils sont bien sous la forme voulue. Hein, ils sont d'ordre 180, et les groupes cycliques sont d'ordre qui se divisent successivement. Voilà. Et il n'y en a pas d'autres, parce que là, on a tout balayé. Voilà. Alors, décrire le groupe homme de Z sur NZ, Z sur MZ. Donc, les morphismes de groupe, du groupe cyclique d'ordre N vers le groupe cyclique d'ordre M, qu'on va appeler HNM. La première question qu'on peut poser, c'est pourquoi ceci est un groupe? Pour quelle structure? Il ne faut pas aller chercher dans la loi rond, parce que ça, c'est pas des inversibles, hein, c'est pas des bijections. Et puis, ça peut pas être des bijections, parce que c'est pas, n n'est pas égal à m. Mais ça va quand même être un groupe. Pourquoi? Bah oui, parce que quand on a un morphisme de structure, bah on hérite toujours de la structure de l'ensemble d'arrivées. Plus précisément, lui va être un groupe pour l'addition. Comment on ajoute deux morphismes? Bah, phi plus psi de A égale phi de A plus psi de A. Bon, bah oui, et c'est le plus, vous voyez bien que c'est le plus de l'ensemble d'arrivées. Du groupe ici d'arrivées. Donc c'est un groupe pour l'addition, mais l'addition héritée de Z sur MZ. Alors, maintenant, on va procéder par analyse-synthèse, c'est-à-dire je vais prendre d'abord phi dans HNM, je vais étudier un peu phi, et je vais essayer de lui associer un élément caractéristique. Et qu'est-ce qu'on peut dire pour l'instant de phi? Bah, ce qui m'intéresse dans phi,
c'est phi de 1. Ici, j'ai des générateurs, mais j'en ai un particulier, j'en ai un canonique, c'est la classe de 1. Donc ici, la classe de 1 engendre tout le groupe. Donc si je connais l'image de 1, je connais finalement tout le morphisme. Donc c'est comme dans les espaces vectoriels, où quand on connaît l'image d'une base, ben, on connaît tout le morphisme. Alors, phi de 1n, je vais m'y intéresser particulièrement. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il est annulé. D'abord, il est dans z sur mz, mais ce qui est intéressant, c'est la première remarque, c'est qu'il est annulé par n. Parce que quand on multiplie par n cet élément de z sur mz, eh bien, n phi de 1n, c'est égal à phi de n1n, donc c'est égal à phi de 0, et donc, puisqu'on était dans z sur nz au départ, et donc ça fait 0, parce que phi est un morphisme. Donc, il est annulé à la fois par m, d'après Lagrange, ici, et par n. Alors, ça c'est quelque chose, c'est une question classique qu'on se pose très souvent. Quand on est dans z sur mz, quels sont les éléments annulés par un certain n? Eh bien, ce sont les éléments annulés par le PGCD de m et de n. Ben oui, parce que vous voyez bien que s'il est annulé par d, le PGCD, eh ben, il est annulé par n, puisque n est multiple de d, forcément. Mais s'il est annulé par n, comme il est annulé par m, avec une relation de Bezout, hein, ben, il va être annulé par la relation de Bezout de m et n, hein, toute relation de m et n. Donc en particulier la relation de Bezout, et donc il est annulé par d. Alors maintenant, si d est un diviseur de m, quels sont les éléments annulés par d? Alors ça, c'est encore un problème intéressant. L'ensemble dans z sur mz des éléments annulés par d forme forcément un sous-groupe forcément cyclique, et c'est très facile de voir que c'est le sous-groupe engendré par m sur d. C'est très facile, hein, parce que vous écrivez cette égalité, vous écrivez dA bar égale 0 bar dans z sur mz, et vous relevez dans z, et là vous allez voir m sur d apparaître, et un multiple de m sur d apparaître. Donc ça veut dire que nécessairement, là jusqu'à présent, on est encore dans l'analyse du problème, phi de 1n est dans ce sous-groupe qui est inclus dans z sur mz. Alors, ce sous-groupe, je vous rappelle au passage qu'un truc intéressant et caractéristique des groupes cycliques, c'est que dans un groupe cyclique, on a la réciproque de Lagrange. La Lagrange, c'est que tout sous-groupe d'un groupe fini est d'ordre qui divise l'ordre du groupe. Et là, réciproquement, dans un groupe cyclique, quand on a un diviseur de l'ordre du groupe, donc là, D par rapport à M, il existe un unique sous-groupe qui est forcément cyclique et d'ordre ce diviseur-là. Donc là, c'est celui-ci pour le sous-groupe d'ordre D dans Z sur MZ. Donc maintenant, je passe à la synthèse et je vais affirmer que HNM, et ce que l'on nous demande de décrire, est isomorphe à ce sous-groupe engendré par M sur D, donc isomorphe, puisque cet élément est d'ordre D, donc isomorphe à Z sur D, d'accord, Z sur DZ, et le morphisme, l'isomorphisme, est donné par phi donne phi de 1 bar n. Alors, comment je vais faire pour montrer que j'ai bien un isomorphisme? D'abord, on commence par morphisme. Ben oui, par définition, si on prend phi plus psi ici, ben on aura phi plus psi de 1, donc phi de 1 plus psi de 1. Donc on a bien un morphisme, d'accord, de groupe. Il est bien défini, c'est-à-dire que quand on prend phi, je peux toujours définir phi de 1n, et phi de 1n est bien là-dedans d'après ce qu'on a vu. Il est injectif. Il est injectif parce que si phi de 1 égale 0,
comme z sur nz est engendré par 1, tous les phi de x dans n sur z sur nz vont être égaux à 0, donc phi sera nul. Donc on a l'injectivité. Maintenant, la surjectivité est un petit peu plus délicate. Regardez, j'ai écrit ici, je prends un élément engendré par m sur d, donc finalement, ce qui revient au même, un élément annulé par d, ce qui revient au même, un élément annulé par n, d'accord? Donc je prends ici un élément ici, donc forcément il est annulé par n, hein, d'accord? Puisque ça c'est un groupe d'ordre d, donc l'élément il est annulé par d, et d divise n, donc il est annulé par n, d'accord? Et maintenant je veux construire un tel phi, qui a pour tel que phi de 1 est égal à bar. Alors, comment je le construis? Vous voyez que je ne peux pas le construire directement à partir de z sur nz. On ne peut pas. Il nous faut un groupe libre pour construire un morphisme. Donc ici, un groupe libre, ici, c'est z. D'accord? Donc z à 1, effectivement, on peut lui associer a bar. C'est-à-dire que phi, on construit ici un morphisme phi tilde, tel que phi tilde de k dans z, est égal à k a bar. On voit que c'est bien défini, il n'y a aucune ambiguïté à la définition, que c'est bien un morphisme, d'accord, et que phi tilde de 1 est bien égal à a bar. Bon, donc là, très bien. Maintenant, on veut construire un morphisme de z sur nz dans z sur nz, et là, c'est en fait le passage au quotient. Alors ici, on avait un groupe libre. Groupe libre, libre de quoi? Libre d'aller où il veut, hein, donc de se projeter par un morphisme que l'on a défini de façon arbitraire, mais là, c'est pas un groupe libre, d'accord? Donc, il a besoin du pass sanitaire, et le pass sanitaire, c'est quoi? C'est est-ce que nz est inclus dans le noyau? Ça, c'est le théorème de Noether, d'accord? Donc, le théorème de passage au quotient, si vous préférez. Donc, oui, puisque phi tilde de n est égal à n a bar a bar est égal à 0, donc phi n est dans le noyau, donc nz est forcément dans le noyau, parce que phi tilde est un morphisme, et comme nz est dans le noyau, on a le passage au quotient. D'où l'existence du phi, qui va forcément vérifier que 1 bar, puisque le diagramme commute, va vers a bar. Voilà, et donc on a montré la surjectivité, et donc là maintenant, l'isomorphisme, et on a décrit, on a fait notre job, on a décrit le groupe. Voilà, donc ça c'est quand même un point de vue qu'on a eu, hein, des groupes abéliens finis, avec évidemment savoir un peu le théorème de structure, qui nous permet de compter le nombre de groupes abéliens finis d'un ordre donné, grâce à l'unicité. On a vu juste avant le nombre, les groupes multiplicatifs et comment classifier les groupes multiplicatifs d'un anneau Z sur NZ. Et puis ici, là vraiment c'est beaucoup plus dense, plein de choses. Hein. D'abord, pourquoi ça c'est un groupe, quels sont les éléments là-dedans annulés par un certain n, l'utilisation de Bezout, l'utilisation de la preuve de cet isomorphisme, avec pourquoi c'est un morphisme, pourquoi ça va bien là-dedans, pourquoi c'est injectif, grâce au fait que ça c'est générateur, et comment le passage au quotient implique que c'est surjectif. Voilà, donc pas mal de petites choses, mais qui doivent être quand même dans la panoplie de réflexes du candidat.